Je suis très content de venir ici pour faire cette petite formation sur le thème de la sécurité. Alors j'ai intitulé cette présentation la sécurité vous tient à cœur, outre le superbe jeu de mots. En fait c'est une vraie question qu'il faut se poser en tant que développeur, en tant que personne qui travaille dans le web. Et en fait, si j'ai bien fait mon job, à la fin de la formation, vous devriez répondre oui à cette question. Tout d'abord, c'est quoi la sécurité? En gros, on va parler de sécurité informatique, de sécurité des applications web. On peut le mettre en 3 mots. Confidentialité, intégrité, disponibilité. Donc l'application, elle met à disposition des utilisateurs des données. La confidentialité, c'est s'assurer que ces données ne sont pas divulguées à des gens qui ne devraient pas y avoir accès. L'intégrité, c'est garantir aux utilisateurs que ces données n'ont pas été modifiées par quelqu'un qui ne devrait pas pouvoir les modifier. Et enfin, la disponibilité, c'est s'assurer qu'à chaque fois qu'un utilisateur veut accéder à ces données, il peut le faire sans problème. Alors, on pourrait se dire en tant que développeur, ouais, mais alors l'appli que je suis en train de faire en ce moment, il n'y a pas besoin de faire de la sécurité parce que c'est pas pour le ministère de la Défense, c'est pas pour une banque, c'est un truc vraiment... Mes utilisateurs, ils seront super contents d'avoir cette application et du coup, personne ne va voir la hacker, c'est cool. En fait, c'est faux. Quelle que soit votre application, si on reprend les 3 principes d'avant, si les informations que vous mettez à la disposition des utilisateurs sont divulguées alors qu'on vous faisait confiance pour les protéger, qu'elles sont modifiées ou alors qu'elles sont inaccessibles, tout naturellement vos utilisateurs vont se tourner vers un concurrent par exemple. Alors là, pour récupérer son image de marque, c'est compliqué. Donc on prend l'exemple par exemple, je crois que c'était il y a 1 ou 2 mois, en-delà des applications web, un truc tout bête, c'est une Jeep qui s'est fait hacker. Beaucoup plus récemment, un site de rencontre dont la liste de tous les utilisateurs a été divulguée sur internet. Les conséquences ont été assez dramatiques. Donc, en fait, la sécurité, à minima, il y a des trucs vraiment simples qu'on peut faire pour se protéger. Alors, un autre truc qu'on entend, une autre idée reçue qu'on a souvent, c'est, alors là, je prends l'exemple volontairement un peu vieillot du SSL. En fait, au début des applications de vente en ligne, dans la fac, on voyait que les utilisateurs étaient déjà conscients qu'il y avait un problème avec la sécurité. Parce que dans les facs, il y avait des applications relatives à ça. Et donc voilà, on avait les sites commerçants qui disaient alors on utilise des technologies Secure Socket Layer 28 bits, c'est tout crypté, il n'y a aucun souci. Vous pouvez utiliser notre site en toute confiance, comme vous le prouve ce petit logo vert en haut à gauche de votre écran. En fait, le logo vert qui prouve rien, parce que c'est pas parce que c'est communiqué de manière chiffrée que les données ne sont pas stockées en clair dans la base de données, par exemple. Donc, faut pas avoir d'idées reçues. En fait. Ce que j'essaie de montrer pour l'instant, c'est qu'il faut pas avoir d'idées reçues. Bon, ça c'était un peu vieux, on peut prendre un exemple plus récent de choses que se disent les développeurs encore aujourd'hui. Ce que se disent les développeurs encore aujourd'hui, c'est ah, mais je use un framework. Du coup, c'est bon, il y a le composant sécurité dedans. Je peux me dédouaner complètement de tout ce qui est faille. En fait, ça c'est faux, principalement pour 2 raisons. La première, outre le framework de base, souvent on utilise des plugins, des trucs qui viennent de l'extérieur. Donc ça peut être des bundles pour Symfony, ça peut être des packages Node pour Loopback. Et ces plugins, ils sont pas toujours officiels, on n'est pas toujours sûr qu'ils sont sécurisés. Et même dans les frameworks aujourd'hui, on trouve toujours des failles, et il y a toujours des... Vous allez voir, à chaque nouvelle version de Symfony, il y a un changing sécurité où il y a toujours au moins 4 ou 5 modifications. Et la deuxième raison, qui est probablement la plus intéressante, c'est que aujourd'hui, dans les applications web, les failles de sécurité, elles ne sont pas forcément liées à la technologie et à l'implémentation, mais plutôt au design pensé de l'application. Et pour le prouver, on va prendre un exemple tout bête. C'est celui-ci. Alors non, je ne vais pas vous parler de la poste.fr, je vais vous parler d'une faille de sécurité dans la poste tout court, que vous connaissez peut-être déjà.
En fait, c'est possible d'envoyer des lettres à quelqu'un sans payer. Ah. En fait, pour payer la poste, comment on fait? On met un timbre dessus. Jusque-là, c'est simple. Il est possible de ne pas mettre de timbre, d'envoyer la lettre à quelqu'un, et à ce moment-là, c'est la personne, si elle veut récupérer la lettre pour la lire, qui devra payer. Bon, pour l'instant, c'est pas une faille, tout le monde paye. Donc la poste est bien payée. Mais, c'est aussi possible, si jamais l'adresse que vous mettez, elle n'existe pas, parce qu'elle a disparu ou parce que vous vous êtes trompé, ben en fait, la poste a comme obligation de vous retourner la lettre. Du coup, si en destinataire on met une adresse qui n'existe pas, un truc complètement random, enfin faut vérifier que ça n'existe pas quand même, et ensuite, dans l'expéditeur, vous mettez l'adresse de la personne à qui vous voulez réellement envoyer la lettre, bah, ça va prendre un peu plus longtemps forcément, parce qu'il y a des allers-retours, mais la personne recevra la lettre, vous n'aurez pas payé, et elle n'aura pas besoin de payer non plus, puisqu'elle est considérée comme expéditeur. Voilà. Donc là, il n'y a pas de technologie du tout, et pourtant, c'est comme ça depuis des années, et ça n'a pas changé. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que les frameworks, c'est cool, c'est hyper important, c'est essentiel, mais ça suffit pas. Alors, c'est quoi le cœur du problème aujourd'hui? Par rapport à quelques années où on avait des sites statiques cool, où il suffisait de vérifier qu'il n'y avait pas de problème d'accès aux fichiers. Bon, en fait, le problème, c'est aussi la raison pour laquelle on fait des applications aujourd'hui, c'est eux, c'est les utilisateurs. En fait, on donne des choses cool à faire aux utilisateurs, mais du coup, ils ont la main sur plein de trucs, sur des formulaires, on leur demande de remplir des données eux-mêmes, et en fait, on interagit avec eux. Ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas avant, et c'est aujourd'hui, c'est ça qui crée le problème. Parce que, ça peut être l'image un peu naïve qu'on a des users, mais ils sont parfois terriblement malveillants. Alors, ils peuvent vouloir faire le mal parce que ça les amuse, parce que ça leur fait gagner de l'argent, tout simplement, ou encore, comme on a pu le voir récemment, parce que certaines personnes se considèrent comme des pseudo-justiciers et décident de ce qui est bien ou mal, et sans se questionner sur les moyens qu'ils utilisent, font des choses pas possibles, pas très légales. La deuxième raison, c'est que les users, parfois, ils connaissent pas bien le web, et s'ils reçoivent un lien dans un mail, ils cliquent dessus parce que ça a l'air cool, ils vont gagner un iPhone 6 gratuit. Voilà, il faut garder ça en tête. Les utilisateurs, parfois, ils comprennent pas tout, et du coup, c'est facile de les manipuler. Quand on est à la première catégorie. Alors maintenant, avant de passer à l'attaque, parce qu'il faut quand même qu'en tant que développeur, on connaisse un peu notre adversaire, on connaisse les attaquants. Avant, on va s'intéresser aux grandes catégories des mécanismes de défense. Donc il y en a 4, c'est écrit. Alors le premier, c'est l'accès à l'application. L'accès à l'application, c'est plusieurs choses. C'est à la fois ce qui va permettre de restreindre votre application à un nombre d'utilisateurs. S'il y a des gens qui, pour un site privé par exemple, c'est des gens qui ne doivent pas y accéder. Ou alors même pour restreindre soit des fonctionnalités, soit des ressources en fonction des utilisateurs. Le deuxième mécanisme, c'est le contrôle des entrées utilisateurs. À chaque fois que quelqu'un va entrer quelque chose dans notre application, il faudra toujours le vérifier. Donc je parle bien sûr, c'est assez évident, des champs texte, des formulaires, de l'URL, tout ce qu'un utilisateur peut modifier facilement, mais aussi de ce que l'utilisateur peut modifier moins facilement, mais qu'il peut toujours faire. Les cookies ou les headers. Donc par exemple stocker le prix d'un objet dans un cookie header, parce que de toute façon c'est caché, l'utilisateur il ne le verra pas et il le modifiera jamais. C'est une mauvaise idée, ça marche. Enfin, ça peut ne pas marcher, quoi. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient du navigateur, il faut toujours s'assurer de sa véracité côté serveur. Une grande règle qu'on peut garder en tête. Un troisième mécanisme de sécurité, c'est le fait de pouvoir gérer les attaquants. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes.
Premièrement, la gestion des erreurs. Par exemple, ici, quand on est sur GitHub et qu'on essaie d'accéder à un repository, on a toujours cette super erreur 404. On ne sait pas si c'est parce que le repository n'existe pas ou parce qu'on n'y a pas accès. Donc on n'a aucune information. Voilà. Ensuite, de deuxième action, loguer. Alors loguer quoi? Bah, dès que quelqu'un fait quelque chose sur l'application qui peut avoir un impact business, donc par exemple un achat ou une action administrateur, mais aussi quand vous identifiez, quand vous protégez votre serveur et que vous identifiez que quelqu'un essaie de faire quelque chose qu'il n'aurait pas le droit de faire, bah pareil, loguez-le pour essayer de retrouver la personne, comprendre comment elle a fait et corriger la faille. Et enfin, troisième action pour gérer les attaquants, prévoir un système d'alarme pour alerter les administrateurs, parce que très souvent, des applications ont une faille et on le découvre que très très longtemps après. Quatrième mécanisme de sécurité, de défense, c'est l'administration de l'application. En fait, ça pourrait rentrer plus ou moins dans les catégories d'avant, mais il faut vraiment faire attention parce que parfois, souvent, on se dit que l'admin c'est un nombre restreint d'utilisateurs, c'est beaucoup plus caché que le reste du site, du coup les gens n'auront pas accès, le verront pas, et du coup on ne le protège pas forcément. C'est une erreur. Tout ce qui est administration, faut pourrir à fond. Maintenant, on va parler un peu plus de failles, vraiment. Pour ça, je vais me baser sur le top 10 de l'OWASP. Qu'est-ce que l'OWASP? C'est l'organisation Open Web Application Security Project. C'est un groupe de personnes qui cherchent à promouvoir la sécurité des applications web dans le monde. Alors, ils le font de diverses manières, en faisant des présentations, en proposant des outils, donc, des outils tels que Zap, on peut voir ici ou là, je ne sais plus, qui est un outil qui aide à l'audit automatisé des applications. Ou en proposant par exemple des applications volontairement trouvées, avec des failles partout. Comme ça, les développeurs peuvent s'entraîner à trouver les failles et à les corriger, pour plus répéter les mêmes erreurs sur leur projet. Ce top 10, il est basé sur les résultats statistiques de plein de boîtes qui proposent des outils d'audit. Et donc, les résultats ont été agrégés en fonction de si c'est des résultats exploitables facilement, si c'est facile à trouver comme faille, l'impact business que ça peut avoir sur l'application, etc. Donc je vais faire le top 10 dans l'ordre de 1 à 10, parce que en fait il n'y aurait pas de suspense quoi qu'il arrive. Vu que soit les failles vous les connaissez, soit vous avez déjà une idée de leur importance. Alors la première c'est l'injection. L'injection, c'est quoi? C'est quand on tape du code dans son navigateur côté client et qu'il est exécuté sur le serveur. Donc du code non prévu par les développeurs. Donc typiquement, ça c'est un bout de code. On récupère dans l'URL, donc un truc sur lequel l'utilisateur a tout à fait accès, n'importe qui a accès, l'ID, et puis on va chercher dans la liste de tous les comptes utilisateurs, celui dont l'ID est dans l'URL. Pourquoi est-ce que c'est un problème? On a d'autres façons de le faire, dans un autre autre. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que l'utilisateur, au lieu d'écrire un... Alors, il peut modifier l'ID déjà, et au lieu d'écrire un ID des chiffres, quoi, il peut écrire ceci. Alors ça en SQL, c'est interprété comme l'ID c'est rien, trouve-moi l'ID qui vaut rien, ou alors trouve-moi les ID pour lesquels 1 égale 1. Et les ID pour lesquels 1 égale 1, en fait c'est tous. Alors pour corriger ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Le plus simple, surtout avec les frameworks qu'on a comme Symfony, c'est de paramétrer les requêtes qu'on fait pour la base de données.
Si c'est un paramètre, l'ID, qu'on gère avec l'ORM, bah, tout se passe bien. Si on n'a pas accès à ça, si c'est pas possible de le faire pour une raison technique ou une autre, bah, échapper. Donc, par exemple, dire que les commentaires ne doivent pas être interprétés par le SQL, mais considérés comme des chaînes de caractères. Et enfin, si on n'a pas le choix, bah, essayer de dire bah, ça peut être que un entier. Les injections SQL, outre le fait qu'elles permettent d'accéder aux données d'application auxquelles on ne devrait pas, permettent parfois des trucs encore plus démentiels. Donc, par exemple, accéder à des données d'autres applications qui sont stockées sur la même base, parfois accéder au serveur en lui-même, et depuis le serveur, on peut même accéder via le réseau à d'autres serveurs auxquels on n'aurait pas accès, etc. etc. Deuxième faille la plus répandue / impactante, c'est quand l'authentification ou la gestion de session utilisateur, le fait qu'on sache à tout moment quand l'utilisateur fait une requête, on sait qui il est et on sait quelles données lui sont corrélées, quand ce système est cassé. Alors il peut être cassé pourquoi? Pour plusieurs raisons. Par exemple, si l'identifiant de l'utilisateur, comme on l'a vu, il est stocké dans la requête et qu'on ne fait pas de vérification dessus. Pourquoi c'est un problème? Parce que typiquement, ah regarde ce super site, il est trop cool, tiens je te copie l'adresse, boum, vous envoyez votre identifiant de session à votre copain, qui du coup récupère vos données bancaires et fait des achats, il ne comprend pas pourquoi on lui demande pas son code de carte bleue, mais en fait c'est le vôtre qui l'utilise. Deuxième raison pour laquelle ça pourrait être cassé, bah, typiquement s'il n'y a pas de logout automatique. Donc là vous êtes un gentil utilisateur, vous allez dans un cybercafé, vous allez sur une version buggée d'Amazon, vous achetez un truc, vous vous déconnectez pas parce que vous ne savez pas ce que c'est. Et puis après, il y a un autre utilisateur qui vient dans le cybercafé, une fois que vous êtes parti, il se connecte aussi sur Amazon, et là, boum, il a récupéré votre session. Donc j'ai pris Amazon comme exemple, mais bien sûr, il n'y a pas cette faille sur Amazon. Autre possibilité, si par exemple, grâce à la faille d'avant, on récupère la base de données, tous les mots de passe qui seraient stockés en clair, bah pareil, on peut casser ce genre de faille. Dernier exemple, l'exploitation de fonctions qui sont utiles pour l'expérience utilisateur. Par exemple, le reset de mot de passe, ou changer son mot de passe, qui peuvent avoir une faille dedans, et du coup, on peut changer le mot de passe de quelqu'un d'autre et avoir accès à son compte. On a certaines banques, entre autres, qui font une validation par étape avec plusieurs marches de validation. Donc d'abord le mot de passe, ensuite on vous envoie un token sur un petit machin qui change toutes les 10 secondes. Et puis ensuite vous devez rentrer un truc pour vérifier que vous n'êtes pas un robot, une captcha, etc., etc. Alors ça c'est super sécurisé quand c'est bien fait, et quand c'est mal fait, bah, c'est encore pire, parce que bah, plus on multiplie les marches, plus on a des chances de se gameler. Et en plus, il y a certaines fois où c'est mal fait, où en fait, quand on est sur la marche, quand on essaie de faire la marche 9, bah, en fait, l'application vérifie mal qu'on a fait par la marche 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Par exemple, si on lui dit, si dans la requête, il y a j'ai déjà fait les 8 premières étapes, et que vous mettez juste à la fin le captcha, bah, c'est gagné. Voilà, donc c'est une bonne méthode, mais il faut faire attention quand même. Je reviens sur les cookies, j'en profite. Parfois, souvent on stocke la session dans le cookie. Et alors, oui, j'utilise SSL, du coup, personne au milieu pourra voir le cookie et choper le cookie de la session. En plus, mes cookies sont hyper random, du coup, je risque vraiment rien. Personne ne pourra deviner la session de quelqu'un d'autre en se basant sur son propre ID de session. C'est une première étape. Il faut aussi vérifier, surtout pour les cookies de session, que donc il y a deux paramètres qu'il faut vérifier. Le paramètre secure, qui vérifie que le cookie passe toujours par HTTPS. Donc si on utilise SSL mais que les cookies peuvent être par une autre attaque envoyés en HTTP, ça sert à rien. Donc mettre secure à true. Et le deuxième paramètre, c'est HTTP only, c'est empêcher
que le cookie soit accessible depuis le JavaScript de la page. Alors comment on peut accéder au cookie via le JavaScript de la page? C'est une très bonne transition vers la troisième faille, c'est XSS. XSS, ça veut dire quoi? Ça veut dire Cross-Site Scripting. En fait, les initiales, c'est CSS. Et CSS était déjà pris. Du coup, comme cross, ça ressemble à une croix et que X aussi, bah, on s'est dit XSS. En fait, ça correspond, c'est comme une injection qu'on a vu avant, sauf que le code d'être exécuté dans le serveur, il est exécuté dans le navigateur. Il y a deux sortes de XSS, principalement. La première, c'est si on fait par exemple un commentaire dans lequel on réussit à injecter du JavaScript, tous les utilisateurs qui vont voir ce commentaire exécuteront le code de leur navigateur. Ça, c'est le XSS stocké. Le deuxième, c'est avec une requête get-to-post particulière, le serveur nous renvoie une réponse dans laquelle il y a un code JavaScript adapté à notre requête. Ça, c'est réfléchi, parce qu'on est obligé de faire un appel au serveur pour qu'il nous renvoie dans sa réponse. On est obligé de forger une requête pour qu'il nous renvoie une réponse particulière dans laquelle il y a le JavaScript. Donc pour ça, un petit exemple de faille. Donc là, on injecte dans le commentaire un script dans lequel on dit bah, redirige-moi vers l'URL de l'attaqueur, et puis mets bien dans la requête le cookie. Voilà, document.cookie, c'est ça qu'on empêche c'est ça qu'on empêche de le faire quand on met le cookie HTTP only. Alors, pour se protéger d'XSS, on peut soit échapper tout ce que rentre l'utilisateur côté serveur, il faut le faire. On peut aussi se protéger dans le navigateur. Hein? Dans le navigateur? Parce que j'avais dit il y a quelques minutes que ça servait à rien de faire des protections dans le navigateur. Alors c'est vrai, sauf que, pour deux raisons, si l'utilisateur il essaye de rentrer un mail mais il ne sait pas taper, du coup il met autre chose. Si c'est votre serveur qui doit vérifier que c'est un mail et lui renvoyer la réponse, c'est plus long. Donc on peut protéger côté client. Et puis quand on empêche d'exécuter du code dans le navigateur, c'est pas pareil. Enfin, on n'essaie pas de protéger le serveur, on essaie vraiment de protéger le navigateur de ses utilisateurs. Donc là, on peut protéger côté client. Quatrième faille. Alors c'est un peu obscur comme nom. En fait, c'est quand on fait une référence directement à un objet. Donc par exemple, l'user A il a une maison, l'user B il a une maison, et puis on va dire donne-moi la maison. L'utilisateur il va dire donne-moi ma maison qui est à l'adresse tant, au lieu de dire ma maison. Et le serveur il va pas se baser sur le fait que c'est la maison de l'utilisateur, mais sur le fait qu'elle est à cette adresse-là. Ce sera peut-être plus clair avec un exemple. En fait, donc on prend une URL, et puis on se dit, dans lequel il y a un ID maison, on dit bah l'utilisateur il va jamais deviner l'adresse de notre maison. Donc ça sert à rien de faire ça sert à rien de demander sa maison. On peut se baser sur l'adresse. En fait c'est faux parce que l'utilisateur il peut prendre l'adresse dans laquelle il y a son ID et puis l'écrire sur un post-it. Quelqu'un qui passe derrière il peut voir l'adresse. C'est stocké dans l'historique. C'est stocké dans les logs du serveur. Il peut même le copier-coller et l'envoyer par mail, comme tout à l'heure. Et ça peut être deviné par des outils automatiques. Donc il faut quand même faire des vérifications. Ensuite, problème de configuration de sécurité, quand on utilise un framework, il y a quand même des configurations à faire. Peut-être que ça vous évoquera quelque chose. Je pense que vous l'avez déjà vu. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le token de sécurité dans Symfony. Il faut changer. Si on renvoie à l'utilisateur des informations sur nos technos, il peut s'en servir dans les traces d'erreur. Ou alors si on a mal configuré son serveur et que le code source est lisible depuis le navigateur, l'attaquant peut lire le code et puis trouver des failles, etc. Quand vous utilisez un site internet et que vous lui donnez vos données bancaires, votre carte bleue, des informations sur votre santé, ou même d'autres informations sur vous n'avez pas envie qu'elles soient divulguées à n'importe qui.
Donc quand vous utilisez ces informations sur votre application, bah, il ne faut pas les stocker en clair dans la base de données, ou alors utiliser des vieux algorithmes de crypto, les chiffrer mal, ou utiliser des vieilles clés qui sont facilement craquables. Septième faille répandue / impactante, si c'est possible de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a une fonction admin qui est utilisable que par les admins. Bah, si vous réussissez à faire croire à l'application que vous êtes admin, bah, vous avez accès à des fonctions auxquelles vous ne devriez pas avoir accès normalement. Donc c'est un problème. Huitième faille, vous n'avez pas réussi à deviner, à prendre la session de quelqu'un d'autre, mais vous voulez quand même terriblement que supprimer un utilisateur d'une base de données, par exemple. Eh bien, vous pouvez envoyer un lien à un administrateur. En fait, ce lien, ce sera une requête dans laquelle ce sera delete le user avec l'identifiant du user. Si l'admin il clique sur ce lien, parce qu'en fait il est décoré, et que c'est vous allez gagner un iPhone 6 en cliquant ici, et qu'il clique dessus, et que ça utilise son cookie de session, et que du coup ça supprime effectivement l'utilisateur, c'est une faille. C'est une faille qui s'appelle le Cross-Site Request Forgery. Si vous avez utilisé Symfony, le nom de token CSRF va vous dire quelque chose. Alors, en fait, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères aléatoire qui est envoyée par le serveur quand il fait une réponse, et qui vérifie. Et le serveur vérifiera quand vous envoyez une requête juste après que c'est bien le même token. Et donc que c'est bien que la requête, elle a bien été envoyée, elle a bien été générée par le serveur et pas forgée par quelqu'un extérieur à l'application. Ensuite, neuvième faille, la plus répandue / impactante, c'est le fait d'utiliser des composants avec des vulnérabilités connues et de le faire savoir à ses utilisateurs. Si vous utilisez une vieille version de Apache ou de Symfony dans lequel il y a une faille, ou d'Elasticsearch dans lequel il y a une faille, et que l'utilisateur le voit, bah, il n'a pas besoin de passer des heures pour trouver une faille. Il suffit qu'il applique ce qui a été ce qui est expliqué sur les sites qui répertorient ces failles. Voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est pour ça, ne pas divulguer d'informations sur les technos qu'on utilise, et surtout pas les versions. Et deuxièmement, bah, mettre à jour ces composants quand il y a des failles de sécurité. Dixième faille, si votre application permet de rediriger vers un autre site, donc par exemple une URL comme ça, et que dans le paramètre vous pouvez le changer et mettre n'importe quoi, Google, YouTube ou Evil ou attacker.com, bah c'est un problème parce que le lien va être envoyé par exemple par mail à l'utilisateur, il va voir ah c'est exemple.com, je connais ce site, je suis inscrit dessus, j'ai un compte et tout. Du coup c'est forcément safe, il clique dessus et là boum, il vient de récupérer en fait un logiciel qui va espionner tout ce qu'il tape sur son clavier et récupérer ses données bancaires. Donc c'est pas cool. Ça peut être soit extérieur, comme ici, soit interne à votre application, par exemple rediriger vers une autre fonctionnalité de votre site, par exemple l'admin, qui ne serait pas protégé dans ce cas précis. Voilà. C'était la dixième et la dernière faille. Alors, c'est quoi les prochaines étapes? Bah, c'est continuer à se documenter, s'il y en a que ça intéresse. Il y a un super bouquin que j'ai ici, que je pourrais mettre dans la bibliothèque Théno quand j'aurai fini. C'est le Web Application Hackers Handbook. Il est assez complet et vraiment hyper bien écrit et hyper intéressant. Il y a aussi le site d'OWASP dans lequel il y a plein de ressources que vous pouvez utiliser. Donc, par exemple, l'outil Zap. L'outil Zap, c'est quoi? C'est un proxy. En fait, il va permettre d'écouter tout ce que votre navigateur envoie ou récupère, et puis vous permettre de le modifier.
Et il contient plein de fonctions automatiques super stylées et super intuitives qui permettent de crawler l'application, de trouver des failles de manière automatique et de les exploiter simplement. Donc, la dernière étape, du coup, c'est en tant que développeur, on aimerait bien s'assurer que notre application elle n'a pas de faille. Donc la solution c'est simple, c'est d'automatiser. Donc on a déjà des tests écrits, la plupart du temps, souvent des tests fonctionnels. On en écrit. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser des outils comme Zap ou d'autres, comme par exemple Fortify, un truc fait par HP, ou la suite Burp, ou Zap, qui sont des outils qui permettent d'automatiser tout ça. Donc on va lancer nos tests, on pourrait lancer nos tests fonctionnels, donc ça va faire des requêtes comme si c'était un vrai utilisateur qui naviguait sur l'application. Et puis ces outils vont écouter le trafic, et puis d'abord en le lisant, et puis ensuite en faisant leurs propres tests, permettre de trouver des failles, de vous faire un rapport, et puis vous le corrigez. Donc c'est un truc en continu, et il n'y a pas besoin d'audit, ce qui est plutôt chouette parce que vous pouvez corriger vos failles au fur et à mesure. Voilà, c'est fini pour moi. Merci de votre attention, j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc si vous avez des questions... Ouais. On n'a pas entendu parler du phishing, la liste des vulnérabilités. Ouais. Et pourtant, il y a des choses qu'on peut faire pour s'en protéger. Ouais, en fait, c'est... pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé en fait, c'est une fonctionnalité, c'est une habilité qui exploite des trucs qu'on a vus, et puis c'était pas dans le top 10. Donc il faut voir toutes les failles, mais effectivement... La plupart des gros trucs qui la news sur les alertes, ça part du phishing à la base. Ouais, et qui se base sur d'autres failles peut-être, je sais pas. Enfin... Après, ça exploite d'autres failles, mais ça commence très souvent par le phishing. Ouais. Effectivement, ouais. On pourra en parler. Par exemple, en falsifiant, en prenant les noms de domaine qui sont basés sur les autres extensions. Ouais. Il y a pas mal de choses à traiter pour s'en protéger, se protéger de faire de base. Du coup, merci. Au final, tu dis le framework qui fait pas tout. Ouais. Mais quand même, parmi les failles qu'on a vues là, les XSS et tout, Symfony, ça protège, Ouais. protège des XSS, des injections, des CSRF. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est des étapes quand même essentielles. Ok. Du coup, là, si moi j'ai une appli Symfony, Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire en particulier pour, en plus, pour me sécuriser? Typiquement, déjà le fait d'utiliser bien le framework dans tous les trucs qu'ils proposent, donc, par exemple Doctrine pour éviter des injections SQL, etc. Il y a des trucs qui sont possibles, par exemple le fait de gérer les ID dans la requête et puis de pas s'en soucier après. Donc par exemple, tu sais l'utilisateur et puis tu lui donnes dans le navigateur les ID de ses objets, de sa maison par exemple. Et puis lui, dans la requête, il change l'ID. Si tu lui vérifies pas côté serveur, ça c'est un truc qui peut même arriver dans Symfony. Pareil, si on utilise mal les ACL, le fait d'accéder à... Enfin, il faut utiliser les ACL qui sont proposés par Symfony, mais pas développés automatiquement forcément, puisque ça dépend de ton application. Utiliser les ACL pour se prémunir de l'accès aux fonctions d'administration, par exemple. Donc je dirais que c'est bien connaître son framework et ce qu'il permet de faire pour s'en servir. Ouais. Ça a quelque chose, les outils de scan automatique type Qualys ou le pen testing? Ouais. En fait, les outils que je présentais à la fin, Zap, Burp, c'est des outils qui sont utilisés dans le pen testing. Je parlais de Zap parce que je l'aime bien et parce qu'il est assez intuitif et complet. Mais effectivement, il y a plein d'autres. Donc c'est des outils comme tu dis, qui permettent
crawler l'application, faire ce qu'on appelle le spidering, donc c'est de récupérer tout le contenu possible, même celui qui est caché a priori, et puis après de le lire et puis de faire des tests, plein de tests automatiques pour trouver les failles. C'est hyper utile par exemple dans le cas des injections. Si quelqu'un a commencé à se protéger des injections, mais qu'il n'a pas pensé à tous les cas, bah, les outils automatisés de type de pentesting, bah, ils permettent de trouver les cas qu'il n'a pas prévus. Donc ils sont utilisés à la fois par les attaquants et par les développeurs ou les équipes d'audit. Bah, merci pour votre attention, j'attends vos retours et puis bah, bon appétit.